C'est toujours bizarre d'être présenté comme incroyable parce qu'après ça met la barre haut. Mais Mélanie, votre présidente, m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire « Est-ce que tu es libre le 8 décembre ?» Ok, je regarde, c'est ok. « Est-ce que tu viendras à Paris ?» Ouais, super, à la scène musicale, magnifique. Avec le CJD, oh, bah oui, forcément. Et voilà, on raccroche et le temps passe. Et tout d'un coup, je me dis, mais ok, Paris, le CJD, super, mais pour parler de quoi? Donc je m'informe un petit peu. Et là, je vois le verbe aimer. Oh la vache. Et j'ai deux sentiments qui me traversent. Le premier sentiment, c'est qu'est-ce que je vais leur dire sur aimer. Une petite abîme qui s'ouvre sous mes pieds. Et puis le deuxième sentiment qui me traverse, c'est de me dire, c'est quand même assez génial que des dirigeants d'entreprise passent une journée entière autour d'un sujet comme celui-ci, qui est quand même magnifique. Donc c'est avec beaucoup de gratitude et de remerciement que je suis devant vous ce soir pour explorer le chemin qui peut-être amène à aimer et surtout à aimer quoi. Et alors, j'ai 63 ans, ce qui n'est pas très CJD, mais je devine des gens qui sont un peu collègues avec moi, donc je me sens déjà moins seul, enfin je ne vous dirai pas qui. Et alors 63 ans, l'avantage c'est qu'on peut se retourner pour regarder le parcours, le trajet, qu'est-ce qu'on a fait comme vie, qu'est-ce qu'on a nourri. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire du petit Éric Julien, elle sera un peu laborieuse et longue, mais je vais quand même vous partager quelques jalons qui peut-être nous amènent vers l'amour, peut-être. Le premier jalon, je l'appellerais la pizza hawaïenne. Alors, pourquoi la pizza hawaïenne? Vous allez comprendre normalement. À l'époque, j'ai à peu près 13-14 ans. 13-14 ans, je me tourne vers mes collègues masculins. Et vous savez, c'est le moment où on a la voix qui fait « I ». Et je voudrais... On est à l'aise, quoi. Puis alors, il y a un deuxième truc qui se passe pour nous, les garçons, à cet âge-là, c'est qu'on a les poils qui poussent. Et pour certains, le bon Dieu a été sympa, il a réparti ça de manière un peu plus homogène. Moi, j'ai pris l'option touffe. Alors là, vous êtes super content, vous regardez dans la glace, il y a des touffes, et il y a la voix qui fait ah. Puis il y a une troisième option, puis là j'ai pris le jackpot, c'est pustule. Vous savez, ça s'appelle acné juvénile, je crois que c'est le terme. Quand ma maman m'emmenait chez le docteur, il a beaucoup d'acné juvénile. Banco, tout ça vous donne une pizza hawaïenne. Vous voyez à peu près le concept? Oui, bah alors là, l'amour, là c'était pourvu que personne ne me voie et que je me cache dans ma grotte. Voilà. Et le concept d'amour était très... Non. Le temps passe et là je fais ce qu'on appelle des grandes écoles où on vous dit vous allez faire partie de l'élite de la France. D'accord, très bien. Et donc je deviens consultant et dans consultant il y a sultan. Et je me lance dans ce qu'on appelle les sports à risque. Sports extrêmes, le ski, le machin, le parapente, deltaplane. J'ai même tenté le base jump une fois. Pas deux. Bref. Et en fait, quand on vole, quand on skie comme ça, je ne vous dirais pas qu'il n'y a pas de plaisir. Voler reste quand même quelque chose de magnifique. Mais quand même, dans cette époque que je vais appeler la grenouille qui aimerait bien devenir plus grosse que le bœuf, on va dire ça comme ça, s'il n'y avait pas des gens en bas sur la piste pour me regarder atterrir et pour me dire « Waouh, tu es bon !» C'est moi qui ai fait ça ou... C'est un pétard? C'est quoi? C'est moi qui ai cassé quelque chose? Au secours! Et là, non, il y a des gens qui disent c'est hyper stressant d'arriver sur scène, mais alors quand le micro pète et quand il y a la pétarade comme ça, pour parler d'amour en pizza hawaïenne, bonjour, le truc est bien parti, quoi.
J'en étais à l'épisode grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Vous me suivez? Et j'ai toujours ce truc sur la tête, j'espère que ça ne va pas me crâner le cerveau. Et donc, consultant, sport extrême, plaisir, etc. Je ne regrette pas, mais c'était une période que je pourrais appeler égo-systémique, globalement. C'est-à-dire moi au centre, et les autres sont des variables d'ajustement. Mon fils, qui a 16 ans aujourd'hui, est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il me dit, tu m'emmènes au skate, tu m'emmènes là, tu m'emmènes là. Je pense qu'il me voit avec marqué Uber ici. Il a encore de la marge pour apprendre, et j'étais à peu près dans cette mode de fonctionnement. Donc pareil, l'amour, on oublie. Et après, on va passer à l'époque Montaigne. Je crois qu'il s'appelait Michel Montaigne, philosophe, on est au XVIe siècle, qui disait ce genre de choses. Voyager, c'est à la fois découvrir l'autre, les autres, d'autres paysages, d'autres cultures, mais c'est aussi se découvrir soi, avec cette capacité de l'autre, peut-être, de te renseigner sur ce que tu ne sais pas de toi. Encore faut-il avoir envie de savoir ce qu'on ne sait pas de soi. Ok. Donc je pars en voyage et j'arrive en Colombie. Poum. Et en Colombie, on m'avait dit, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer. Incroyable. 5800 mètres d'altitude, 40 km plus bas, la mer des Caraïbes. La neige, les glaciers et les palmiers. Et on m'a dit, dans cette montagne, il y a des Indiens incroyables qui habitent là, mystérieux, qu'on ne connaît pas très bien. Tout pour plaire à la grenouille, qui avait envie de faire les sommets. Manque de chance, à 5000 mètres, un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, plus d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas de douleur physique, mais juste l'impression de se noyer de l'intérieur, ce qui est assez désagréable. Et donc vous êtes un petit tas, quelque part dans la montagne, en vous demandant bien ce qui va vous arriver. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de satellite, il n'y a rien. Et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs, des autochtones, comme on les a appelés, passent par là, me ramassent et me soignent et me sauvent la vie. Et ces humains-là, puisque ce sont des humains avant d'être des archaïques, avaient deux options, choix à deux options. Où ils me disent « Salut Coco, t'es bien dans la merde, mais ça fait 500 ans que les civilisés, comme ils se sont auto-désignés, nous pourrissent la vie, donc démerde-toi. » Ça aurait été possible. Deuxième option, malgré tout, il me donne un coup de main, il me récupère, il me soigne et me sauve la vie. Je ne sais pas comment vous entendez ça, ils auraient pu pas faire ce choix-là. Et je me rappelle avoir demandé, c'était un papa et ses deux fils, finalement pourquoi vous m'avez ramassé, vous auriez pu me laisser. Et le père était comme ça, très sérieux, il me dit, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelle dans la montagne. Alors là, je me suis dit, tiens, ils ont l'air d'avoir de l'humour. Enfin, j'espère. Et bref, je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour les remercier de m'avoir sauvé la vie, c'est quand même pas rien. Et ils me parlent de leur montagne, une pyramide de 80 km de côté. Alors, je vous épargne la longue liste, mais je vous en mets quand même quelques-uns. La guérilla, les paramilitaires, le narcotrafic, les routes, le tourisme, 437 projets miniers, le bois précieux, enfin bref, voilà. Et donc, c'est pas ils ont perdu, c'est on leur a pris 80% de leur terre. Et donc ils vivent dans les zones d'altitude où ils survivent comme ils peuvent. Et ils me disent, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales qu'on s'est fait piquer depuis l'arrivée de Christophe. Et je me entends dire, bah oui, bien sûr. What's the problem, hein? Et là, la grenouille devient Zorro. C'est-à-dire, non seulement elle veut être plus grosse que le bœuf, mais elle veut sauver le monde. C'est peut-être pas mal aussi d'être complètement inconscient. Ça nous engage parfois des entreprises au sens propre et au sens figuré, dont on n'aurait peut-être pas eu l'audace de l'engagement si vraiment on avait pris la mesure du bazar. Donc je me suis engagé là-dedans. En 1997, on a créé une association qui s'est fixée pour objectif. Évidemment, il y a des sous, il y a toujours des sous, de collecter des sous pour racheter des terres et les rendre à ces Indiens. On a racheté à ce jour 2586 hectares, c'est rien sur une carte, mais c'est beaucoup pour la confiance et pour l'espoir. Et il y a les terres qu'on a récupérées, qu'on leur a rendues, il y a la régénération forestière, et puis il y a des humains qui commencent à se dire on pourrait peut-être se faire confiance.
Et la confiance, c'est pas de l'amour, mais c'est déjà une brique intéressante pour commencer à construire une relation de qualité. Et pendant ces 25 ans, 30 ans de cheminement, le sachant, celui qui a fait des grandes formations, là, qui a été formé pour être l'élite de la France, a découvert plein de petites choses. Par exemple, je vous l'ai dit, il a découvert la solidarité de la vulnérabilité. Ça, je n'ai pas appris à l'école. Puis il a découvert autre chose. Quand j'étais dans la hutte, j'avais un peu récupéré. Je sors de la hutte pour regarder dans quel village j'avais mis les pieds. Et devant la hutte, il y a les petites tomates cerises qui poussent au sol. Vous voyez, les petites tomates qu'on mange à l'apéro. Vous savez? Non, apéro. Vous savez ça, apéro. Et donc ces petites tomates, comme elles touchent le sol, elles pourrissent. Donc moi qui ai fait grandes études, je leur dis, mais ces Indiens n'ont pas l'air de savoir cultiver les tomates, les bougres. Donc je pars dans la forêt, chercher des tuteurs, et me voilà en train de redresser tous les plants de tomates. Il y en avait une trentaine, je me rappelle, j'y passe l'après-midi, et je suis content de moi. Je crois que je mets un petit système d'irrigation. Et puis, fin de journée, nos amis indiens, Kogi, reviennent de leur journée de travail, c'est des agriculteurs, et ils me regardent. Ils me disent, j'ai un Agnès Dufay. Il y en a un qui me dit, ah, qu'est-ce que tu fais? J'explique sans trop les vexer que j'essaie de sauver leur récolte. Il y en a un qui me dit, oui, mais alors tu vois, si on a mis ces tomates devant la hutte, c'est parce qu'elles dégagent un tanin très fort qui évite que les insectes ne rentrent. C'est un espèce d'insecticide naturel. Donc si ça ne t'embêtait pas de tout remettre comme c'était avant, ça nous arrangerait. Ah, vous voyez qu'on est encore loin de l'amour. Hein. Il y a mon nombril et mon nombril. Et le fait de poser une question, de s'intéresser à l'autre, c'est sans doute le premier pas que je franchissais avec peine, on va dire ça comme ça. Et pendant ces 30 ans de cheminement, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes, mais je vous en raconter une. Il fait froid dans ces montagnes, je me mets dans une hutte, je me mets dans un hamac et j'allume un petit feu pour me réchauffer. Et quand on dort à côté d'un feu, au bout d'une heure et demie, 1h40, il faut remettre du bois pour ça chauffe toujours, que ça brûle. Et là, je me rappelle m'être endormi vers 7h et jusqu'à 5h du matin d'une traite. Et je sors le nez à 5h du matin de mon hamac et je vois un Kogi qui remet du bois sur le feu. Et je découvre tout d'un coup que toute la nuit, il a pris soin de moi. Wow, c'est quelqu'un que je ne connais pas, je suis un étranger et qui me donne du temps et du soin. Et des exemples comme ça, de ces gens qui n'ont rien et qui donnent pour moi tellement dans la qualité d'être et de relation. Voilà. Bon, ça c'était l'époque Michel de Montaigne. Alors, je prends mes notes parce que le truc du micro, ça m'a un peu perturbé. Ah oui. Et puis à un moment, je leur dis, c'est pas évident de trouver de l'argent pour vous racheter vos terres et pour vous les rendre. Et il y en a un qui me dit, si tu veux, on vient à Paris. On vient t'aider à Paris, on vient t'aider en France. On vient te donner un coup de main. Je dis, oh, coup de main, d'accord. Donc, on organise leur venue à Paris. Et alors là, il faut une carte d'identité, un passeport, vous connaissez. Hein. Ils n'avaient pas de carte d'identité, donc je vais à l'état civil, j'arrive devant un guichet et on me demande date de naissance. Adresse. Ah. Adresse mail. Bon, bref, ça n'a pas marché du tout. Le bide. Je reviens dans la montagne, je discute avec les Indiens en leur disant ça va être chaud, passeport, carte d'identité. Et là-dessus, un vieux Kogi rentre dans sa hutte et ressort avec un petit Tupperware, une petite boîte en plastique. Il l'ouvre et dedans, il y a 20 cartes d'identité. Oui, oh, trop fort. Je regarde les dates, toutes valables. Oh, je lui demande comment tu as eu ça? Et il me raconte que, en fait, il y a un candidat aux élections présidentielles en Colombie qui était soutenu par un gouverneur local. Et pour augmenter les votes, il faisait descendre les Indiens. Il leur faisait mettre les pouces sur le bon candidat. Et comme il fallait enregistrer le vote, il y avait des cartes d'identité comme ça qui servaient à noter un numéro de votant. Je ne sais pas comment ils en ont récupéré quelques exemplaires. Ils avaient une quinzaine de cartes comme ça. Alors, je ne sais pas si je peux vous le dire. En fait, on a cherché les photos qui se rapprochaient le plus. Oh. De la tête des voyageurs, voyez-vous. Et je lui dis, tu t'appelles plus Manuel, tu t'appelles Louis. D'accord. Et ça fait 20 ans qu'il voyage avec des
Alors, je ne sais pas trop ce que vous applaudissez, ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc bref, ils arrivent à Paris, et en arrivant, à Roissy à 18h, voilà, vous imaginez, les bouchons partout, et ils me disent comment vous faites pour vivre sans nature? Mais c'était pas un jugement moral, c'est pas bien ou mal, hein, c'est ça va? Vous n'êtes pas malade? Il y avait un petit peu de ce questionnement-là dans leurs propos. Et puis ensuite, ils me demandent, toujours à Roissy, est-ce que tu crois qu'on pourra avoir des sages chez toi? Oh là! Oui, sûrement, il doit y en avoir, mais il faut les trouver. Donc on part vers Chambéry, on part en TGV vers Lyon, et là on prend des voitures. Et pour ceux qui connaissent la route Lyon-Chambéry, il y a des tunnels sur l'autoroute. Les coquilles sont assis derrière moi, on roule vers Chambéry, et on arrive devant un tunnel. Et là je sens les 3 coquilles derrière qui font... Mais c'est physique, quoi. On rentre. On sort du tunnel, et là, il y a une petite voix qui dit pourquoi vous faites des trous dans la terre comme ça? C'est pour aller plus vite, hein, ça fait gagner du temps, ça évite de faire le tour. Voilà. Un petit silence, et puis la petite voix qui reprend et qui dit et vous voulez aller jusqu'où plus vite? Rigolez, rigolez. Ouais. Bonne question. En fait, c'est la question du sens. Hein. Pourquoi on fait les choses? Bref. Alors, c'est là que j'ai commencé à me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui différencie fondamentalement ces sociétés des nôtres? Ok, ils n'ont pas de téléphone portable, ok, ils ne sont pas obnubilés par le temps de la même manière que nous, mais est-ce qu'il y a une différence clé? Qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Une différence fondamentale entre les deux mondes, ces Indiens dans leurs montagnes et nous, connectés à la nature, mais concrètement, ouais, on est dans la bonne voie. C'est un peu pas de bras, pas de chocolat, pas de bonne réponse, pas d'apéro, hein, je vous rappelle. Simplicité, relation, ouais. Pardon? Besoin. Mais un truc plus fondamental que tout ça. Vivre au présent, mais en fait, c'est un rapport à la loi. Et ouais. Chez nous, qui fait la loi? C'est-à-dire, qui décide de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible? C'est des hommes, plus que des femmes. Dans un pays comme nous, on va dire qu'il y a des chambres, des députés et sénatoriales qui sont censés élaborer un corpus de lois, qui vont redescendre sur le corps social, on va dire que ça marche bien, hein. Et des lois qui sont faites un peu et qu'on change quand ça nous arrange, selon la puissance des lobbies ou selon les champs politiques. Si demain c'est la NUPES, qui n'existe plus beaucoup, mais bref, ça va aller par là. Et puis si demain c'est je ne sais pas qui, ça va aller par là. Et en fait, nous faisons des lois qui s'imposent à la nature. C'est intéressant. Donc on dit, il est important de garder 10 ans de plus les glyphosates. Alors qu'on sait que c'est quand même pas cool pour la nature et pour le corps humain. Ok. Chez les Kogi, c'est pas ça du tout. Ou dans ces sociétés-là. Quelles sont les lois, les principes qui fondent la vie? Ouais, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Il y en a un principe qui nous traverse, que vous êtes en train de vivre, que je vis en même temps que vous, c'est l'inspire et l'expire. C'est pas vous qui décidez quand vous commencez, quand vous arrêtez. Puis à un moment, si vous inspirez, il y a bien un moment où il faudra expirer. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont ces principes et comment ils fonctionnent, ce serait trop long. Mais tous ces principes-là font leur organisation. C'est comment, en fait, la question qu'ils se posent, c'est comment remettre du vivant dans l'organisation, remettre du vivant dans le territoire et remettre de l'enthousiasme. Vous connaissez la racine du mot enthousiasme? Bon, traversé par le divin, mais comme le divin c'est un peu connoté, on va garder traversé par la vie. En fait, ils sont les gardiens des principes qui permettent la vie. J'aurais presque envie de dire c'est des jardiniers de la vie. Ils travaillent avec la nature, ils en ont conscience. Nous, on serait plutôt des guerriers. On travaille contre, on est en guerre avec la nature. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se parler, de se rencontrer, en prenant le meilleur de notre modernité, qui est magnifique? Ma fille vit à l'étranger,
Et le fait de pouvoir l'avoir sur un petit téléphone, c'est super. Et de retrouver cette nature, comme le disait Michel Serres très bien, philosophe qui est décédé il y a 2-3 ans, je crois, qui disait « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, on est des êtres de nature, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos actes et nos pensées. » Et il ne s'agit pas de copier les Indiens, mais peut-être qu'il pourrait nous aider à réveiller notre mémoire de vivant. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on a choisi de vérifier. Et alors on s'est dit, on va organiser un vrai diagnostic croisé entre des scientifiques et des chamans Kogi. 5 chamans Kogi sont venus en France le 25 septembre 2023. 50 scientifiques les ont accueillis. Et sur le Rhône, sur 37 points, on a accepté de prendre un objet commun, l'air que vous respirez, c'est le même que celui que les Kogi respirent, c'est pareil. L'eau qu'on boit, c'est la même pour les Kogi et pour nous. La nature, nous l'avons en commun. La manière de le regarder, de l'analyser, de la comprendre, sont 2 cultures différentes. Elles ne sont pas moins ou plus, elles sont différentes. Est-ce qu'on pourrait avoir l'audace du dialogue pour regarder quel nouvel horizon ça pourrait nous ouvrir? Ils arrivent le 25 septembre, on passe ces 37 sites de diagnostic. Résultat incroyable. Pourquoi ça a été possible? J'ai envie d'illustrer cette question d'aimer en vous racontant l'histoire suivante. Il y a un garçon qui est membre du CJD, qui s'appelle Maxime, qui un jour m'appelle dans la préparation de ce roadshow avec ces Indiens et ces scientifiques, et qui me dit « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Il pose une question. Je dis « Ouais, j'aurais peut-être besoin d'un truc qui pourrait me rendre service, c'est que la logistique pour trimballer tout ce petit monde depuis Genève, puisqu'on était aux sources du Rhône, jusqu'à Marseille, c'est chaud, quoi. C'est au véhiculé, c'est pas forcément la tâche la plus gratifiante, mais il faut déplacer entre une dizaine de personnes, etc. » Je crois que c'était 15 jours plus tard, j'avais un tableau avec 12 ou 14 dirigeants du CJD qui s'étaient mis au service de la vie. J'y ai trouvé de l'humilité, j'y ai trouvé de la simplicité, j'y ai trouvé de la joie, j'y ai trouvé de l'efficacité. Et ces 12 personnes, ou 14, qui se sont relayées comme ça, ont permis que cette expérience se réalise. Dernière petite chose avant de vous les présenter, parce qu'ils piaffent d'impatience de venir vous rejoindre, dernière petite chose, c'est que chaque fois que nous avions des cercles où les scientifiques et les Kogi discutaient d'un sujet, peu importe, qui réunissait nos regards, j'invitais les acteurs du CJD à rejoindre le cercle. Et c'était vraiment intéressant. Pas tous les scientifiques, mais quand même quelques-uns sont un peu... nous, on a la science, on sait, voilà. Et c'était intéressant d'écouter d'autres personnes qui ne sont pas scientifiques, mais qui ont leur regard sur le monde, le vôtre, d'entrepreneurs, et d'ouvrir un vrai dialogue dans l'altérité. C'est en grande partie grâce à eux que ce diagnostic a été réussi. Luc, Emma, Loïc, si vous voulez bien me rejoindre. Bon, les questions sont ballottes, hein. Pourquoi? Bonjour, donc je suis Loïc. Je prends la parole pour vous raconter cette expérience que j'ai vécue au mois d'octobre dernier avec quelques membres du CJD et membres du Lab du Vivant. Nous avons proposé notre aide à Eric et à ses invités Kogi qui donc étaient en France pour un séjour pour nous. Voilà, et ça a été naturel de leur proposer notre aide. Alors franchement, trimballer pendant 500 km de route de montagne, dans une journée, 2 indigènes malades en voiture. J'avais l'impression d'être revenu 20 ans en arrière, avec mes gamins à l'arrière dans les sièges auto, baragouinant un truc incompréhensible et me refaisant la moquette de la voiture. Mais bon, c'était un super moment. Super moment parce que ce partage-là, ce moment partagé avec eux, j'ai découvert un peuple, ce peuple premier, qui était capable en fait de vivre ensemble en tout lieu, parce que là ils étaient déracinés, et ils avaient une joie de vivre incroyable. En fait, on a ri, beaucoup ri. Et pourtant, on n'avait pas de langue commune. Je ne parle pas Kogi, je ne parle pas espagnol. Donc il me restait quoi? Il me restait finalement les mains. En conduisant, ce n'était pas facile non plus.
Et du coup, c'était parler avec les yeux, parler avec le non-verbal. Alors du coup, entre 2 arrêts pour libérer leur estomac, on se retrouvait à parler en se regardant, à se dire sûrement beaucoup de choses avec beaucoup d'amour, une bonne musique, des Michocos, José Pinto, Carmen et moi dans la voiture. Je crois qu'ils ont bien aimé. Je crois qu'ils ont même beaucoup aimé. Et j'ai vu ces hommes et ces femmes qui étaient au service d'autres hommes et femmes, nous en l'occurrence, et ils ont été traités comme des outils, comme des bibliothèques par nos scientifiques. Ils ont été traités comme des rockstars par beaucoup de spectateurs des plénières et des conférences. Ils ont été traités et attendus comme des dieux vivants par les mystico-perchés qui venaient aussi. Et moi, je voyais simplement des hommes et des femmes pleins d'amour, et qui m'en ont donné beaucoup. Je ne sais pas si le mot amour, d'ailleurs, appartient à leur langage, à leur dialecte. C'est une bonne question. En tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour pendant ces 24 heures avec eux, alors que je n'étais qu'un moyen de locomotion pour eux, un chauffeur, un accompagnant. Alors forcément, justement, on avait un programme, et force à moi d'être digressif dans ce programme. Donc je me suis arrêté pour prendre des photos des montagnes, parce qu'ils m'ont expliqué que les montagnes, c'était sacré pour eux. Donc shooting photo pour les montagnes, pendant que les autres voitures, le convoi continuait, donc on se perd, et on se retrouve dans un village avec une place, et là, il y a des mecs à l'odeur anisée qui jettent des boules en acier dans du sable. Donc je leur explique que c'est un sport, que c'est la pétanque. Et puis plus loin, on retrouve le chemin, et là, on voit une montgolfière montant lentement dans le ciel et prenant son temps. Voilà, le temps, du coup, c'est vraiment ce qui a été révélateur pour moi au contact de ces hommes et femmes, au contact de José Pinto et de Carmen pendant ces 24 heures. Ils ont une capacité incroyable à garder ce lien avec le temps. Et la métaphore, c'est qu'ils étaient venus étudier le Rhône. Donc le Rhône, c'est un glacier qui est statique et qui pourtant en fait est la source d'un cours d'eau vivant, qui peut être du coup calme et plat dans les grandes plaines, et puis qui peut aussi être très vivant, très rapide dans les gorges et les canyons. C'est un cours d'eau qui peut être à notre vue, se montrant dans nos villes, au bord de nos routes, et puis c'est un cours d'eau qui peut aussi être de temps en temps caché sous les arbres, dans les forêts. Donc je m'inspire beaucoup de cette notion du temps, ce rythme qu'ils accordent à leur vie. J'essaye de le projeter dans mes projets, de donner le temps nécessaire à ce que je fais, d'accorder ce temps à mes projets. Et du coup, tu peux y voir le rythme de ta vie, tu peux y voir le chemin de ton entreprise, tu peux y voir la construction de ton foyer, ou un cœur qui bat parfois rapide, de temps en temps beaucoup plus lent, à l'ombre de quelqu'un, et puis parfois en pleine lumière, où tu prends ta place, épanoui par l'amour. Alors cette expérience du mois d'octobre, je la dois à Emma. Emma, Campus 2018, formation PDS, on prépare notre mandat, et là Emma me sort une phrase. Puis voilà, le temps a fait son chemin, et je me suis retrouvé au mois d'octobre avec Eric et ses invités Kogi. Emma, comment cette aventure a été possible? Merci Loïc. La genèse de l'aventure, c'est la rencontre avec Eric en janvier 2018. Ça va faire 6 ans. C'est une rencontre qui fait le projet, comme on le dit souvent au CJD. Avant d'avoir un projet, c'est d'abord une histoire de rencontre. Donc c'en est l'étincelle fondatrice. Et cette rencontre, en fait, elle est venue me chercher, elle est venue trouver ma responsabilité. Eric avait eu le tact, en fait, ce jour-là, de laisser une petite citation, par hasard, à la fin de ta présentation sur les principes du vivant. Banal. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Antoine de Saint-Exupéry. Donc la brèche était ouverte chez moi pour laisser entrer cette petite phrase. Et d'autres messages aussi
qui résonnait très très fort. Nous avons tous ces connaissances ancestrales, sauf que nous nous en sommes coupés, nous les avons oubliées. Vivre ensemble, faire société, l'homme est la nature, du verbe être. Nous sommes en 2018, nous parlons à peine de l'entreprise vivante. Il me faut environ 6 mois avant de pouvoir nommer cette bribe d'idées, donc à campus, ou ce questionnement. Et si nous allions voir un peu du côté des peuples premiers pour comprendre des choses, me suis-je dit. Ça pouvait sembler perché d'ailleurs. Donc ce moment se passe au CJD, tout est permis. Une intuition que je suis dans le bon espace pour le faire. Quel autre mouvement peut le proposer? Je reviens sur le mot intuition. Je comprends seulement après que l'étincelle de ce jour-là n'est pas uniquement celle de ma responsabilité. C'est aussi celle de l'élan vital. Allez, sois raisonnable, écoute ton intuition et ton cœur. Je reviens aussi sur le bon espace pour le faire. C'est un espace où on ne tue pas tout de suite l'idée dans l'œuf. Au contraire, un espace où on sème, et où on laisse le temps au projet de germer et de pousser. Encore une histoire de rencontre. Dans l'aventure, embarque alors des JD, contaminés, animés par la question, par l'idée, et nous sommes accompagnés par Eric, dans un premier temps, sur un petit bout de chemin pour apprendre à faire groupe, même un grand bout de chemin. Il nous transmet les principes du vivre ensemble d'Ecogi. Nous sommes en 2019, 2020, 2021. Guidés par nos valeurs, la grâce, l'humilité, la co-création, nous nous sommes interrogés sur notre mission, notre raison d'être, la raison d'être de notre collectif, prendre soin du vivant, et nos engagements pour nous, nos entreprises, pour autrui. Depuis 5 ans, nous n'avons jamais lâché. Nous avons parfois douté, nous avons beaucoup ri, et nous nous sommes souvent impatientés que ça n'avance pas plus vite. Pourquoi on ne comprend pas nos messages? Pourquoi? Toujours reliés par le sentiment que c'est bien par là qu'il faut aller, que le cœur qui bat, nous dit d'aller. Nous avons aussi compris, vécu dans nos tripes, que la transformation, c'est d'abord nous-mêmes, en tant que dirigeants, en tant que personnes, se transformer avant de devenir transformants. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un chemin avant tout. Et l'an dernier, nous lui avons enfin trouvé un nom à ce chemin. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Le Lab du vivant. Bonsoir Luc. Donc, si nous sommes là devant vous en tant que JD du Lab du Vivant, c'est parce qu'on a envie de vous partager cette expérience, cette intuition qui nous guide depuis bientôt 5 ans. Là, c'est là que nous voulons être. C'est là que nous voulons emmener nos organisations et tous nos écosystèmes. Là, c'est quand dans ma journée, avec mes parties prenantes, je sens mon cœur qui bat, qui se dilate. C'était le cas ce matin. C'est l'un des principes que Eric a nommé, c'est le 2, l'altérité, à l'origine de la vie et de tout mouvement. Là, c'est quand j'accepte de ne pas tout maîtriser, quand je laisse de la place à l'inattendu. Là, c'est plus un chemin qu'un point d'arrivée. C'est quand j'apprends à respecter mes limites, celles des autres, pour qu'ensemble nous bâtissions des ponts et réalisions des projets encore plus fous que ma petite imagination aurait pu me laisser. Là, c'est quand le temps a une autre saveur, une autre densité, une épaisseur. Là, c'est sans doute aussi l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour le monde, et qui nous permet de tout envisager pour demain. Alors, à notre échelle du Lab du Vivant, on a créé un petit espace pour d'abord prendre conscience, puis faire
faire grandir le vivant en expérimentant. On a nommé modestement cette expérience Lab, mais avons-nous le choix de ne pas aller plus loin? Je suis sûr qu'il existe des centaines de JD qui ont réalisé des actions et portent des projets de dons sans attendre de retour, des projets de paix, de réconciliation. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. Rejoignons-nous. Emmanuelle est là ce soir, elle en a tiré au sort, en fait c'est elle qui a gagné. Elle est là ce soir, donc elle pourra répondre à vos questions, vos interrogations. Avec le Lab du Vivant, on organise une plénière, c'est la 2e fois, le 16 mai prochain, en intersection avec Chambéry et Nord-Isère. Merci Luc. Groupe. Bon, vous avez compris, c'est le début de la rêve-évolution. Je rigole. Mais si on fait un petit résumé, un petit point de synthèse, et merci pour vos témoignages, il y a globalement 2 grandes énergies dans le monde, il n'y en a pas 36. Il y a une force d'éclatement, de divergence, qui génère de la violence. Et on le sait aujourd'hui, cette force prend beaucoup de place, avec tristesse et désolation. Il y a une deuxième force, une deuxième énergie, qu'on pourrait appeler l'amour et la convergence. Il ne s'agit pas de rejeter l'un ou l'autre. La première force, elle est souvent nourrie par les guerriers. Les guerriers, malheureusement, produisent de la violence. La deuxième force, elle est nourrie par les jardiniers. Jardin du lien, jardin de l'autre, jardin du soin, jardin de la nature. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter, ne serait-ce que pour donner de l'espoir aux jeunes générations, de rééquilibrer un tout petit peu ces forces? Et j'ai bien conscience du moment historique où j'évoque une chose pareille. Et si on essayait de faire la paix avec la nature, ce qui veut dire aimer la nature, aimer la vie et s'aimer soi, et arrêter de guerroyer. C'est le grand point d'interrogation qu'on avait envie de vous partager ce soir. Mais il y a quand même 2 conditions pour qu'on y arrive. On va essayer. La première condition, je vais essayer de vous la présenter par une petite blague, une histoire. Imaginez nos amis indiens Kogi qui sont à Paris habillés de blanc, pieds nus, comme je le suis ce soir, qui viennent de leur profonde montagne et qui sont accueillis au Quai d'Orsay à Paris. Vous voyez, le Quai d'Orsay à Paris, c'est les immeubles au bord de la Seine avec des grandes portes qui s'ouvrent. Ce n'est pas le ministère, là où on traite les dossiers techniques. Non, c'est le quai, parti politique. C'est OK, vous voyez? Donc les grandes portes sont ouvertes, les Kogi montent l'escalier. Ils sont 3. Dans le hall d'honneur, quelques gardes républicains nous saluent et nous attendent 4 personnes du cabinet du ministre de l'époque pour une réunion, pour faire un point sur la situation Kogi. Jusque-là, tout va bien. On arrive dans la salle d'accueil des délégations. Les 4 personnes du ministère nous disent messieurs les Kogi, mesdames, à vous la parole. Les Kogi décrivent leur situation. Je vous ai un peu résumé, guérilla, narcotrafic, voilà, tout le bazar. Et donc la réponse du ministère, c'est un vrai génocide. Donc je demande, et dans le cas d'un génocide, y a-t-il une procédure? Comment ça marche? Et la réponse ce jour-là, c'est remplissez le CERFA 66238 qui, s'il est à peu près bien rempli, vous fera quelques milliers d'euros éventuellement d'ici quelques mois. Okay. On sort de la salle de réception des délégations et nous voilà dans le hall d'honneur. Et chacun y va. Merci monsieur, c'était formidable. Merci madame, c'était top. Et là, essayez d'imaginer les lustres, les ors de la République. Il y a un Kogi qui s'en va dans un coin comme ça. Et là, il y avait un polochon, un canapé magnifique avec des gros polochons dorés avec des gros pompons. Mais vraiment, un truc comme ça, quoi. Et je vois le Kogi qui prend le polochon, il le met sur le dos et il s'en va vers la sortie. Comment vous décrire cet instant? J'étais en train de dire au revoir à une dame et je vois les yeux de la dame qui suivent le polochon leur dire « C'est pas dans le protocole, ça. » Et alors, il y avait des gardes républicains comme ça et je voyais les yeux du garde républicain qui pivotait dans les orbites parce qu'il n'avait pas la notice. C'est-à-dire, quand les invités s'en vont avec le matos, globalement, je les arrête ou je leur dis merci, voyez-vous? Et l'autre, il se barre vers la porte. C'est un moment très intéressant.
Alors tout le monde se disait au revoir normalement, mais tout le monde disait... Il arrive devant la porte, et là je vois tout son corps qui se marre comme un poulet. Il se marre. Et en fait, voilà quelqu'un à qui on dit « tu viens génocide », globalement on ne peut rien pour toi, et qui répond par une posture de légèreté et d'humour incroyable. Donc si on voulait vraiment réussir à nourrir ce nouveau récit du vivant, il faudrait qu'on soit déjà léger. Et l'humour est quand même une bonne base pour rester léger. Ça, c'était le plus facile. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit avec mes acolytes, l'amour, c'est comme la confiance. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Normalement, vous devriez être inquiet. Je vous dis ça, vous devriez être inquiet. Et je trouve que l'amour, ça peut être quelque chose qui vibre. Je ne sais pas, des fois, on se sent bien, on partage quelque chose. Alors, on a eu l'envie de vous partager un petit truc. Est-ce que vous êtes prêts à partager un petit truc? Oh la vache. Allez, on va tenter l'aventure. Hein. On n'a pas beaucoup répété. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Et je ne sais pas si j'aurai un micro pour pouvoir chanter en même temps que... D'accord, c'est prévu. C'est super. Et les JD, vous pouvez essayer de chercher sur Internet les paroles d'une chanson qui s'appelle « La tendresse » de Bourvil, pour nous accompagner. Là, c'est plus de l'amour, là, c'est du suicide. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bon pour vous? Vous avez les paroles? On la tente? Alors quand j'ai commencé à rentrer dans cette aventure un peu folle dingue, je me suis dit, j'aimerais quand même bien que quelqu'un vienne me donner un coup de main. Et là, il y a un monsieur fou furieux qui m'a dit, ben moi je joue du hautbois. Est-ce que tu veux que je vienne jouer avec toi? Donc, un grand merci à toi de m'accompagner dans cette aventure et à vous d'être là. Prêt? On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Pas très fort, hein, ça pourrait être mieux. Hein. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce tendresse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin.
il vous embrasse, parce qu'on le rend heureux. Hey, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. Attention, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, hey, jusqu'à la fin des jours. Bernard Boisson, en prenant son mandat de PDN en 1978, prononçait ces mots. Le CJD n'est ni à droite, ni à gauche, mais en avant. Alors je n'ai qu'un mot, en avant. Soyons au service de la vie plus que jamais. J'aimerais que nous soyons fiers de faire vivre et s'épanouir cette idée. J'aimerais que le CJD, encore une fois, précurseur, le soit grâce à nous, JD. D'ailleurs, dans notre monde aujourd'hui, avons-nous un autre choix que de faire alliance avec le vivant? Je crois que nous avons besoin d'élargir cette voie, cet état d'être autour du don, de l'amour, la tendresse. J'ai vraiment besoin d'y croire. Alors, Noël est bientôt là. Une nouvelle année va commencer. Un nouveau mandat de PDN pour notre mouvement. Et avec Emma et Loïc, on a fait un vœu. Quel que soit le binôme élu ce soir, prenons soin de l'amour.